Parlons maintenant de notre gros sujet avec toi, Alex, du financement des athlètes canadiens. Là, tu reviens des Jeux olympiques, hein? Tu étais en Italie. Oui. De un, comment ça s'est passé? C'était quoi l'expérience? C'est une drôle d'expérience. Moi, j'avais connu 2 jeux avant, 2 jeux confinés. Donc, Japon et Pékin. À Pékin, enfin, on ne pouvait même pas aller dans la rue. Là. On était littéralement pris entre notre hôtel puis le centre de presse, puis on faisait le lien puis les stats. J'avais vécu Paris où il y avait énormément de sécurité. Là. On craignait des attentats. Là. La crise israélo-palestinienne là, était à son pic. Ça faisait peur les premières journées. Puis, moi, je me souviens d'être allé à la cérémonie d'ouverture, puis le périmètre de sécurité, c'était comme 2 kilomètres autour, là, je veux dire, du Trocadéro. Fait, c'était un autre contexte. Là, il y avait à peu près 0 sécurité. En fait, c'était comme si c'était allé à l'aréna quasiment au coin de la rue. Là, j'exagère à peine. Il y a quelqu'un qui a un bâton qui faisait comme OK, passe. Là, fait que, c'est un contexte beaucoup plus relax que ce que j'ai vécu. Les athlètes étaient en présence de leurs parents, ce qui n'était pas le cas au dernier Jeux d'hiver. Donc, par exemple, Marjorie Lajoie, qui est une patineuse artistique, est accompagnée d'une vingtaine de membres de sa famille élargie. Oui, de Boucherville, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Donc, tu sais, tout ça est extrêmement sympathique. Ça a été des jeux... sympathique, honnêtement. Chaleureux. J'ai trouvé qu'il y avait plus d'ambiance à la montagne. J'ai eu la chance d'aller 3 jours à la montagne. Je trouvais qu'il y avait un petit peu plus d'ambiance là qu'en ville. Ça a pris du temps avant de décoller à Milan. C'est drôle parce que la saison de soccer continuait. Les pages des journaux étaient remplies de stocks de soccer. Ben non! Là où ça a vraiment débloqué, en tout cas pour Milan, c'est quand le tournoi masculin de hockey a commencé. Ça a vraiment... Ce qui a changé l'ambiance en ville. C'est drôle parce qu'à Milan, les gens, ils s'habillent super bien. C'est quand même la capitale de la mode. Les gens, ils font des promenades le week-end en famille dans les quartiers centraux autour du Duomo. Donc, tu sais, les gens, par exemple, qui vont à la Scala, qui est l'opéra, s'habillent comme la Castafiore là, dans Tintin. Là. C'est vraiment spectaculaire de voir ça. Et là, tu avais à côté les fans de hockey, tu sais, les Canadiens. Il y avait énormément de Canadiens, c'est le pays le plus représenté. Mais les Canadiens, les Américains, les Tchèques, les Lettons, les Suisses, avec leur chandail de hockey des Oilers ou de l'équipe canadienne ou de l'équipe de Lettonie qui défilaient en plein milieu de la ville. C'était... Ils se sont appropriés le centre-ville, ces partisans-là, alors que la première semaine, il y avait très peu de Mais tu sais qu'il n'y avait même pas de maison, hein? Il n'y avait pas de maison olympique là, pour encourager. Centrale, là, les jeux étaient très décentralisés. Ça, on pourrait faire un épisode au complet là-dessus qui pose des enjeux. Donc, on s'est créé des maisons dans des bars de Milan. Les gens, ils se promenaient. J'ai vu des photos de Sidney Crosby et Brad Marchand avec leur Tim Hortons. Oui, absolument. À Milan. J'ai là, il y avait du Tim's? Ah oui. C'est parce que je pense que dans le village, pour l'équipe canadienne, ils ont des commanditaires, c'est ça. Oui. Mais là, c'est très bien. Là. Honnêtement, c'est une belle expérience. Là. Puis, parlant du financement, est-ce que tu as déjà vu l'impact peut-être pour le Canada avec peut-être le nombre de médailles du côté des performances aussi? Oui, tout à fait. Comme je dirais, le Comité olympique canadien avait quand même semé une petite graine dans les 2 dernières années de dire, écoutez, on vient d'avoir des résultats très, très bons, là, les 4-5 derniers Jeux olympiques. Le déclin s'en vient. Il l'avait déjà dit après les Jeux de Paris. Puis là, même l'année dernière, on voyait venir là, qu'on avait peut-être une génération un petit peu dorée du Québec. Là, d'ailleurs, ils ont gagné plein de médailles. Les Québécois ont participé à 12 des médailles. Là. On se demandait, oui, mais est-ce que ça va être une des meilleures générations québécoises? Puis ce qu'on nous répondait, c'est ça va bien au Québec, ça va mal ailleurs au pays. Puis vous allez le voir, on n'atteindra pas les mêmes niveaux qu'avant parce qu'on n'a pas le financement. Puis vous montrez, c'est quoi l'enjeu du financement? C'est pas juste de payer les athlètes très, très cher. C'est pas juste ça, c'est tout ce qui entoure les athlètes puis ce qui entoure leur entraînement. On va prendre un exemple très facile, le ski. OK? Yep. Ski alpin. Ski alpin. Ouais. Ski alpin, c'est déjà, à la base, il y a des freins pour faire du ski alpin. Je veux dire, il faut que tu habites près d'une montagne, à la base. Si tu habites à Montréal, il y a des bonnes chances que tes parents soient assez riches pour t'amener là-bas puis peut-être avoir un chalet puis te payer le club puis... à partir de comme 14-15 ans, si t'es dans les meilleurs, il faut que tu t'entraînes aussi l'été. Il faut que tu ailles au Chili, il faut que tu ailles en Nouvelle-Zélande, peut-être en Australie, dans plusieurs sports de ski. Comme sport. Ouais. C'est très, très coûteux. Puis c'est des dizaines de milliers de dollars. Alors, les fédérations aident les meilleurs athlètes justement à payer des camps d'entraînement comme ceux-là. OK, tu as un super potentiel, tu as 15 ans, on va te payer ton camp d'entraînement au Chili, par exemple. Mais... il faut quand même, je veux dire, que tu aies de l'argent un petit peu dans la famille pour être capable de progresser dans l'âge critique, là, le 15-18 ans. C'est pas vrai que tout le monde a des chances égales. Jennifer Heil, qui était chef d'émission, elle a dit une phrase qui m'a marqué, c'est aujourd'hui, l'argent et la chance sont des facteurs déterminants pour les podiums olympiques.
L'argent et la chance? Oui, OK. ça va devenir de plus en plus difficile, je pense, de devenir d'une famille, mettons, classe moyenne pauvre et d'émerger dans des sports d'hiver. L'été, c'est un petit peu différent, notamment pour la course. Mais les sports d'hiver, ça coûte cher parce que tu as besoin d'installation, tu as besoin d'avoir accès au centre de ski, tu as besoin d'avoir accès à des patinoires. Tu sais, on le voit avec les patineurs artistiques, là. Écoute, il faut que tu loues. Je veux dire, une glace, là, ça coûte cher, là, louer une glace. Puis là, tu as de la compétition. On va prendre Montréal, c'est un bon cas. À Montréal, il s'est construit aucun nouvel aréna depuis l'an 2000. Je veux dire, il y en a un petit là, pour du 3 contre 3, là, construit par la famille Septo, mais il n'y a pas de nouvel aréna. Ils en ont rénové, mais ils n'ont pas construit de nouveau. Donc, il n'y a pas plus d'heures de glace disponibles depuis l'an 2000 sur l'île de Montréal. Mais je veux dire, il y a plus de monde qui habite dans la grande région de Montréal. Il y a de la compétition entre le hockey, le patinage de vitesse, le patinage artistique. Et au final, ben, ceux qui ont plus d'argent peuvent se payer plus d'heures de glace. Mais à quel point est-ce que le gouvernement... OK, je reformule ma question. Ouais. Est-ce que c'est un manque d'argent ou est-ce que le gouvernement pourrait décider d'en donner plus et ne le fait pas? Il peut assurément décider d'en donner plus. Il y a d'autres pays qui en donnent plus. Il y a beaucoup de moyens d'y parvenir. Il y a des pays, par exemple, qui demandent aux athlètes d'être militaires. Donc, ils reçoivent un salaire de militaire, mais ils représentent le pays dans des compétitions sportives. Mais tu peux devoir faire un devoir civique, je veux dire, en tant que militaire. Ça, c'est une façon. Il y a des pays, par exemple, la Norvège, qui est super bien faite. Ils ont une loterie nationale, un genre de Loto Québec qui finance le sport. Écoute, j'ai lu à la hauteur de 400 millions de... On devrait faire ça! Puis, ben, ça pourrait être une des pistes de solution. Mais, tu sais, l'affaire, c'est... Il y a beaucoup de gens qui auraient besoin dans la société de loterie, tu sais. Tu pourrais dire, OK, mais on pourrait prendre l'argent de la loterie puis le verser... par exemple, aux sans-abri, aux jeunes étudiants qui ont besoin de logement. Tu sais, il y a beaucoup de causes au final. Et le sport se bat contre toutes ces causes-là. Mais est-ce que proportionnellement, il y a la part qui lui revient? Moi, je pense que non. Il y a deux problèmes principaux. On vient d'en parler, les infrastructures. Je veux dire, il manque d'infrastructures. Puis encore là, au Québec, on en a des arénas. Montréal, c'est une des villes dans le monde, peut-être même celle dans le monde où il y a le plus d'arénas, mais tu sais, par exemple, il n'y a pas de il n'y a pas d'anneau de glace à Montréal. Ça veut dire que si tu es bon en patinage de longue piste, il va falloir que tu aies entraîné à Québec ou à Lac-Placide. Mais tu ne peux pas rester à Montréal, donc ça implique un déménagement. Tu sais, ça implique beaucoup de frais. Ça implique que tu n'habites pas chez tes parents, tu habites en logement à Québec. Tu sais. Tout ça, ça s'accumule. Ben, donc, le manque d'infrastructure a un impact direct sur le budget d'un athlète à la fin d'année. L'autre chose, c'est tout ce qui encadre un athlète, tu sais. Là, je ne rentrerai pas dans les détails de comment ça fonctionne Sport Canada puis à nous le podium, là, mais tu sais, les fédérations reçoivent de l'argent du fédéral. Puis du programme à nous le podium, mais qui est aussi, entre autres, de l'argent du fédéral. Puis c'est selon les performances qu'on prédit pour les prochains Jeux olympiques. Fait que si tu as mal fait à Paris, par exemple, si ta fédération a mal fait à Paris, tu vas avoir moins d'argent probablement pour ton prochain cycle. Il y en a même que l'argent a disparu. Natation. La natation artistique a perdu son financement d'à nous le podium. Ça veut dire, là, concrètement, là, c'est, OK, qui va payer les coachs? Qui va payer les physiothérapeutes? Ben, moi, je trouve que c'est un système qui a bien fonctionné peut-être il y a 10-15 ans, mais qu'aujourd'hui, il doit être remis en question. T'sais, on ne peut pas baser le financement sur une performance passée. Ben oui. Puis là, la fédération, soudainement, perd une grosse partie de son financement parce que tu n'as pas atteint un podium dans les derniers Jeux ou qu'un athlète prenne sa retraite, il n'y a pas que les chances diminuent la prochaine fois, puis que là, tout s'effondre. Est-ce qu'on a oublié... Est-ce qu'en fait, on le dit pas ouvertement, mais le Canada a décidé de cesser de croire à la performance au podium? Je pense qu'il y a des gens au Canada qui y croient. Le Comité olympique canadien est extrêmement... Ouais. Le Comité olympique canadien est extrêmement... comment je dirais, féroce dans ses demandes, il y croit. Ce sont des gens qui croient que le Canada doit être dans le top 5 mondial. Exact. Est-ce que tout le monde au gouvernement puis tout le monde dans la population partage cette idée-là? Clairement pas. Je pense pas que c'est le cas. Moi, on en parlait dans l'épisode où on a parlé de ça la première fois. On est devenu viral en passant. Le clip Instagram. J'ai vu. T'as vu? T'arrêtes pas d'apparaître sur mon fil Instagram. C'est incroyable. C'est incroyable. Sacha. Bref, on revient au sujet. On revient au sujet. Mais moi, j'avais une réflexion en me disant, mettons une entité privée, okay, qui commandite un athlète, puis que l'athlète gagne une médaille d'or. Eh bien, les retombées marketing pour cette entité-là
tu sais, quand tu vois le logo et tout, ben, c'est quand même intéressant. Ouais. Un pays, que ce soit le Canada ou autre, j'essaie de réfléchir aux retombées, on va les appeler marketing ou économiques. Que, tu sais, en prenant au Canada, tu as la feuille d'érable partout pendant l'équivalent de 2 semaines et demie, plus les paras. Quand un athlète gagne une médaille, cet athlète-là fait les manchettes, l'athlète canadien. Quand un athlète gagne une médaille d'or, ben, ça fait travailler le monde, tu sais. Ça a-tu une valeur, ça, pour un pays, ça, au même titre que ça l'aurait pour une entité privée? Ben, moi, je suis convaincu que oui, là. En politique, là, il y a comme 2 grandes théories, le hard power puis le soft power. Le hard power, ben, c'est l'armée, essentiellement. C'est tes moyens économiques, ça. Le soft power, je sais pas comment on pourrait... Le pouvoir de persuasion en français. Okay. Bon, qui est une théorie selon laquelle les pays peuvent employer des moyens secondaires pour augmenter, en fait, leur pouvoir, leur puissance dans le monde. Puis, par exemple, la Corée à travers les groupes de K-pop ou à travers le cinéma, c'est un bon cas. Le Canada à travers la musique. Bon, il y a beaucoup de pays qui misent sur le sport spécifiquement comme pouvoir de dissuasion. Ben, pas de persuasion, en fait. Ouais. Il y a plein de pays qui le font. Le Canada le fait. Avec le hockey, clairement, c'est un bon vecteur là, dans le monde. Si tu dis que tu viens du Canada puis que tu amènes des bâtons de hockey, je sais pas, à du monde dans l'Himalaya, ben ça va être le Canada va être bien perçu. Bon. Donc, moi, je suis convaincu que oui, mais l'autre chose, c'est que ça a une immense valeur à l'intérieur de ton pays. Ça crée un élément de fierté, ça, c'est la première chose. Mais 2, ça encourage, je veux dire, les plus jeunes à se mettre au sport. Je veux dire, écoute, combien de fois, quand j'étais jeune, je voyais un truc à la télé, mettons de la course. Puis là, je voyais que Bruni Surin faisait bien. C'est comme ça que j'ai commencé l'athlétisme, parce que j'ai vu Bruni Surin. Même chose. Moi, puis là, je sors dehors, puis là, là, je vais essayer de faire le tour du parc le plus vite possible. Puis j'ai fait un petit peu de compétition là, quand j'étais à l'école secondaire, en saut en longueur. Je l'avais vu au relais à Atlanta, puis c'est comme ça que j'ai commencé. C'est comme ça que naissent les passions. C'est drôle, parce que je parlais au hockeyeur Antoine Roussel. Qui me racontait, lui, il a grandi en France, qui n'était pas un pays où il y a énormément d'histoires de hockey, mais les Français avaient bien fait dans une édition des Jeux olympiques, je ne me rappelle pas laquelle exactement. Ils avaient battu un grand pays, je me demande même si c'était pas le Canada, là, quand les joueurs de la Ligue nationale n'étaient pas tous là. Et qui disait, c'est en voyant l'équipe nationale jouer que ça m'a donné le goût là, d'essayer ça un petit peu. Je pense que si tu prends tous les athlètes olympiques, je suis pas mal sûr qu'ils ont tous un déclencheur d'avoir regardé les Jeux olympiques, d'avoir vu quelqu'un réussir, puis d'essayer de dire, je vais être le prochain. Tu sais, Alexandre Bilodeau a regardé Jean-Luc Brassard. Tu sais, Rousseau a regardé Bilodeau. Kingsbury a regardé Rousseau puis Bilodeau. Puis là, Julien Viel est en train de regarder Kingsbury. Tu sais, c'est une roue qui tourne. Là, son petit Henrik va regarder son papa. C'est ça, exactement. Non, mais il y a une roue qui tourne. C'est la même chose en courte piste. Les succès au Québec en courte piste, là, ou même au Canada en courte piste, font en sorte que tu as plus de patineurs qui vont s'essayer par la suite. Fait puis tout ça, ça fait des jeunes qui sont plus en santé, je veux dire, forcément. Puis 2, qui créent... tu sais, ce sont des leaders de la société. Là. Tu le sais, t'as été agent d'athlète. Tu sais, t'as fait du sport, puis t'es marié à un... je sais pas si t'es marié. Oui, t'es marié où? T'es marié, j'ai vu. Dans un stade de baseball. Donc, t'es marié à un champion olympique. C'est pas dans un stade de baseball, je tiens à le mentionner. Mais vous croisez... Je veux dire, vous vivez ou vous croisez au quotidien... des gens qui sont des modèles, des leaders dans la société. Les athlètes, là, ce sont des leaders dans leur vingtaine, pas quand ils ont 70 ans ou 60 ans puis qu'ils font de la politique ou qui sont chefs d'une entreprise. Ce sont des jeunes athlètes. Donc, les ados, les jeunes affaires vont s'identifier beaucoup plus facilement vont rechercher du leadership chez un athlète qui a entre 20 et 30 ans que quelqu'un de mon âge, mettons, là, clairement. Puis, je pense que quand on a le fameux clip viral que je fais mention à la blague, mais dans les commentaires, quand même, des gens qui ont dit c'est bien beau le financier, on peut être sous-financé, mais on manque d'argent dans nos hôpitaux, on manque d'argent dans l'éducation. Il y a cette perception-là aussi. Cette perception. Il y a des faits qui existent qu'il y a un manque de financement au Québec et au Canada dans certains services essentiels. Donc, comment est-ce qu'on se rend au point de dire qu'on peut, comme le fédéral peut aspirer à investir plus pour avoir aussi, parce que c'est politique, hein? Le but, c'est de se faire réélire. Je pense qu'il faut prendre des décisions. Là. C'est de se faire réélire. Oui. Fait que comment tu conjugues ça, votre vision, là, quand moi je regarde ça, je dis, comment ça devient à dire on va financer plus les athlètes, mais aussi pas avoir l'air
délaisser les autres priorités je pense qu'à chaque fois, en ce moment, sur les réseaux sociaux, que tu prends une décision, il y a tout le temps ces remarques-là. Ouais. Que c'est « Ah oui, mais il y a ci, mais il y a ça, mais il y a ça. » À un moment donné, faut faire face à la musique, là. Je pense que c'est juste qu'il faut prendre des décisions, puis il faut les prendre, parce que sinon, on va toujours se dire ça, puis on va se reparler dans 4 ans au prochain jeu, puis là, on va même pas avoir 20 médailles. Ou il faut l'assumer. On n'est pas là pour monter sur le podium. Oui, c'est tout. Ça, c'est clairement une des pistes, là. Ne pas l'assumer. Je pense que ça fait partie de la discussion. L'autre chose, c'est le privé fait sa part. Tu sais, le Comité olympique canadien, je pense que c'est 70% environ de son financement qui vient du privé. Ils ont trouvé plein de commanditaires là, quand même. Tu sais, Petro-Canada, on le voit, Air Canada, il y en a plein. Donc, le privé, quand même, embarque et soutient les athlètes. Tu sais. Après, je pense que de façon très objective, tu dis, OK, les montants versés par le fédéral n'ont pas été indexés depuis comme 20 ans. C'est un gros pouvoir d'achat qui diminue. Puis même un pouvoir tout court, je veux dire, de compétition par rapport aux autres pays. Fait que, tu sais, il y a des moyens, j'en ai parlé tantôt, il y a des pays qui intègrent le financement au fait d'être dans l'armée, mais tu sais, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. On pourrait décider que les athlètes deviennent peut-être des fonctionnaires qui font des conférences sur la motivation ou qui reçoivent tu sais, un montant X pour faire des visites d'école, je sais pas trop, mais il y a des moyens, je pense, d'augmenter le financement, mais pas de façon unilatérale, pas juste de dire, OK, on vous donne 5 000 $ ou 10 000 $ de plus. Juste dire, by the way, un athlète au Canada, là, si tu as ton carding, c'est 26 000 $. C'est tout, là. 26 000 $, là, c'est 500 $ par semaine. Je trouve que ça envoie une mauvaise image aussi, tu sais, au niveau du pays. Parce que quand ces chiffres-là sortent, ça donne une mauvaise impression. Non, mais au niveau du financement... Puis, à l'international, je pense que les autres pays, ça sacre un petit peu, honnêtement, de combien on Non, mais je parle à l'interne. À l'interne, oui. Oui, tu sais, comme, mettons que tu es un téléspectateur qui suit les Olympiques, qui suit les athlètes, puis quand tu apprends que l'athlète que tu vois devant toi gagne 26 000 par année. Maintenant, je fais l'avocat du diable, mais pour moi, c'est important. Ça reste que quand je choisis d'aller comme dans cette voie-là comme athlète, c'est sûr qu'il y a du risque. Tu sais, il faut que tu vas renoncer à autre chose, tu vas renoncer à peut-être du temps sur le marché du travail pour faire ça. Je dis pas qu'il faut que ça soit un saut avec les mêmes avantages que tu aurais ailleurs puis avec les avantages que tu aurais comme athlète. Comme dans n'importe quoi, il y a du pour et du contre. Mais je pense qu'il y a quand même une réflexion à avoir de dire, pour moi, les Jeux olympiques puis les compétitions internationales où ce que le Canada est représenté, c'est le moment le plus... Comme tu disais, j'aime beaucoup ton pouvoir de persuasion. Ben, ça vaut quand même quelque chose de très fort, ça. Fait que comment tu investis là-dedans? On n'a jamais autant parlé de la Norvège que pendant les 2 semaines et demie des Jeux olympiques, tu sais. Ben, moi, je pense que là, on en parle, mais j'ai hâte qu'on fasse des décisions. Parce que j'ai l'impression que dans 2 ans, ça va être déjà trop tard. Mais j'ai l'impression qu'il faut faire de quoi là. Il y a quelque chose qu'Alex a dit, il parlait du privé, tu sais, qu'ils font leur part. Mais moi, je regarde beaucoup comment les États-Unis gèrent leur sport. Parce que les États-Unis ont une longue liste de défauts, là. Mais en termes de tout ce qui est sport et... Mais là, il y a un milliardaire là, qui n'avait pas donné de l'argent. C'est ça, tu sais, il y a un milliardaire qui vient donner de l'argent. Tu regardes juste les alumni des universités, parce que beaucoup d'athlètes olympiques passent par les rangs universitaires, tu sais, veux pas, là, c'est très présent, mais l'argent qui est redonné, c'est culturel, hein, tu sais, les anciens des universités redonnent, tu sais, aux universités, aux fédérations, Fait que je sais que l'argent, mettons, le COC collecte du privé. Est-ce que le COC gère bien l'argent? Moi, je pense que oui. Oui? Je pense que le comité olympique, oui. Dans les fédérations nationales qui, après, reçoivent une partie d'argent, je veux dire, on l'a vu là, dans les 10 dernières années, c'est pas tout le monde qui a bien géré cet argent-là. Parce qu'on le voit aux États-Unis, des fois, un alumni qui va arriver et va dire, moi, je donne tant de millions pour la construction d'une arena. State of the art. Puis là, ben, ça va à ça. Mais là, la façon que Alex l'explique, c'est que le fédéral donne l'argent au COC. Non. En fait, le fédéral va donner de l'argent surtout à travers Sport Canada puis à nous le podium. OK. Et cet argent-là, en fait, est divisé en 2. Là, donc, les athlètes reçoivent de l'argent. Si tu es un athlète senior qui performe bien, tu vas avoir 26 000 $ maximum. Si tu es un athlète de relève, c'est genre 16 000 $. Fait d'une part, tu payes les athlètes, puis de l'autre,
les fédérations reçoivent de l'argent en fonction de leurs résultats. Mais il n'y a pas eu des primes aussi, exemple pour les Paralympiques. Là. Oui. Donc, maintenant, les Paralympiens canadiens reçoivent la même chose, le prime à la médaille que les Olympiens. Mais ça, c'était pas aussi un milliardaire qu'on n'a jamais su son nom. Ça, je ne sais pas, mais c'est vrai, le Comité olympique canadien donne des primes à toutes les années. Je pense que c'est 4 millions de dollars environ, là, mais aux athlètes qui performent bien sur la scène internationale, donc championnat du monde ou Jeux olympiques. Mais tu sais, juste dire, là, il y a 2000 athlètes à peu près présentement qui reçoivent du carding. Là. Donc, c'est sûr que tu fais 2000 fois 25 000 $, ça fait beaucoup d'argent au final. Est-ce qu'on a besoin de soutenir 2000 athlètes? Ces questions-là se posent aussi. La vérité, en tout cas, le point qui choque, c'est ceux qui se rendent aux Jeux olympiques, puis qui ont de la misère à arriver, ça, c'est pas normal. Tu sais que des champions olympiques comme Tadiane Bloemen doivent vendre ses souvenirs des derniers Jeux pour financer son parcours pour financer son parcours jusqu'aux Jeux olympiques. C'est pas normal. Tu sais, on a donné l'exemple Isabelle Wideman, qui est championne olympique aussi en patinage, qui a dû contracter un prêt à la bourse pour être capable de financer son parcours Sonia aux Schmidt, Jeux. C'est difficile. Elle vient du Yukon, Sonia Schmidt. Ce qu'ils te font, elle plante des arbres. Ah oui. Pour ramasser des fonds. Mais je reviens, puis je pense qu'il y a une piste de solution. Oui, on peut parler du financement public, mais je pense que culturellement au pays, puis écoute, je trouve que même au Canada anglais, on est un peu plus comme ça qu'au Québec, ce sentiment de redonner à ton alma mater, de redonner, de contribuer directement à des athlètes pour des mesures concrètes. Fait qu'exemple, financer des camps d'entraînement en Nouvelle-Zélande pour le ski. Un peu, j'appelle ça du love money, tu sais. Puis moi, quand je suis approché des fois par des athlètes qui me disent si je peux les aider pour trouver de la commandite, le plus gros, tu sais, à 18 ans, 19 ans, 20 ans, le plus gros défi, c'est qu'aller à la commandite traditionnelle dans les entreprises à cet âge-là, avec pas de résultats ou peu, ou encore en ascension, il y a très, très peu d'entreprises qui vont être ouvertes à ça. Puis quand ils le sont, ça va être pour des montants tellement petits que l'énergie investie pour dénicher cette commandite-là, par rapport à ce que ça te ramène, n'en vaut pas la peine, autant pour l'athlète que pour l'entourage. Versus, moi, j'ai déjà eu des expériences avec des athlètes qui partent aux États-Unis dans des high schools, puis qui ont besoin des fois d'hébergement ou qui ont besoin d'aide, ou même des athlètes qui vont à l'université américaine, puis ils veulent s'assier sur le circuit après, puis la première chose qu'ils font, ils vont dans les anciens. Ouais. Puis souvent, là, très, très souvent, ils trouvent leur aide parmi ce réseau d'anciens-là. Bien, je sais qu'en ski, ils font des levées de fonds. Ils font beaucoup de choses comme ça chaque année là, pour ramasser. Mais c'est juste que je trouve culturellement, au Canada... Mais il y a plus d'argent, je pense, tout court aux États-Unis. Tu as plus de millionnaires aux États-Unis. Là, oui, mais tu en as quand même au Canada. T'sais, sans être des millionnaires, tu as quand même... Oui, mais il y a plus d'argent, je pense, à la base, tout court aux États-Unis qu'il y en a au Canada. T'sais. Fait que ça, c'est un des aspects. Ils en trouvent des commanditaires quand même, mais c'est le temps qu'ils passent à trouver des commanditaires n'est pas passé à faire la pratique de leur sport. Puis j'ai fait un gros reportage pendant les Jeux sur l'utilisation des réseaux sociaux par les athlètes. Oui, je l'ai vu, c'était excellent. Puis, mais en fait, ils ont été vraiment généreux, puis ils ont été très, très clairs. Et notamment, en fait, toutes les athlètes féminines nous disaient c'est super important pour nous. Donc, les gars avaient plus un détachement. Moi, je m'intéresse moyen. Oui, Laurent Dubreuil, je m'en fous complet. Lui, il s'en foutait complètement. Mais en même temps, mais les femmes disent, écoutez, là, pour nous, c'est vraiment une façon d'augmenter nos revenus. T'sais, on n'a pas la visibilité de la Ligue nationale de hockey derrière nous. Fait nous, si on veut vivre de notre sport, on n'a pas le choix. Mais elle me disait, écoute, là, tu peux passer, là, je veux dire, ça peut être une dizaine d'heures par semaine à alimenter tes réseaux sociaux, mais c'est une dizaine d'heures que tu passes pas sur la glace ou dans un gym. Là. Puis la commandite, pour moi, je distingue vraiment deux phases. Tu as la phase comme quand tu es rendu aux Olympiques ou quand tu es dans les meilleurs au monde, que là, tu as un CV garni de dire, OK, je vais aux Jeux olympiques, je vais aux championnats du monde. Mais ce qui est encore, moi, où ce que je trouve qu'on manque le plus, c'est avant que tu te rendes là. Tu sais, quand tu as 18 ans, 19 ans, puis là, tu es vu comme un espoir potentiel, mais tu n'es pas encore là. Puis d'être un peu ce côté avant-gardiste, la commandite. Puis oui, il en trouve. Mais je trouve qu'on peut faire un bout de chemin, mais moi, mon avis externe, ce serait ça. Mais c'est là que, tu sais, quand Jennifer Hale a dit c'est l'argent, puis la chance qui sont des facteurs déterminants dans des podiums, moi, je trouve qu'à cet âge-là,
il y a de plus en plus de discrimination qui se fait au niveau de l'argent. Il y a des gens qui abandonnent le sport à 18 ans parce que leurs familles ne sont pas capables de continuer. J'ai rencontré Julien Viel là, qui racontait, lui ne vient pas d'une famille nécessairement riche, puis l'argent, était un enjeu, puis il a fallu qu'il travaille pour financer son sport. Hey, Dylan Deschamps. Dylan Deschamps, c'est un autre cas, là, tout à fait, qui est charpentier, je pense, ou menuisier. Ou, oui, il travaillait dans la construction, il dormait sur le divan chez sa mère. C'est ça, donc, on le voit que vers 18 ans, il y a un facteur discriminatoire, puis on le voit encore plus au hockey. On se demande pourquoi le Québec va moins bien au hockey. Écoutez, regardez la composition des équipes nationales canadiennes au hockey. Prenez l'équipe olympique puis l'équipe junior chez les hommes. Ce sont presque tous des enfants de la classe moyenne très aisés, voire riches. Là, je veux dire, c'est des parents qui sont vice-présidents de pétrolières. Ils font des centaines et des centaines de milliers de dollars par année. On le voit au hockey. Au hockey, c'est vraiment... Moi, je l'ai remarqué même avec mes enfants. Là. Moi, je suis dans l'ouest de l'île de Montréal où il y a, je veux dire, on était dans... Puis je fais un bon salaire, je travaille à la presse. Là. Puis tu sais, on était dans les plus pauvres des équipes. Constamment, il y avait beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de vice-présidents, de directrices principales qui étaient dans ces milieux-là. Donc, il y a, puis c'est au niveau élite, là, donc il y a une discrimination là, et cette discrimination qu'on voit au hockey, je pense qu'on la voit venir de plus en plus dans d'autres sports, puis que ça va peut-être être un facteur déterminant dans les 10 prochaines années. Là, ceux qui présentement sont adolescents, on risque d'avoir de plus en plus de jeunes, je pense, de familles aisées, percées, puis il va y avoir de plus en plus de discrimination s'il n'y a pas de changement dans le financement pour les plus jeunes. Je pense qu'on s'en va vers ça. Les gars, ça fait déjà 1 heure qu'on jase. On va arrêter. C'est tellement... non, mais je te dis, je capote. Ce que tu viens de dire sur le hockey, ça m'ouvre les yeux sur quelque chose que je réalisais même pas. Non, c'est pour ça qu'on invite Alex. Ben oui. Non, mais ça n'a aucun sens. Tellement c'est intéressant. Merci encore. Et là, j'ai pas de prix pour vous, j'ai pas de commandite si vous gagnez le quiz. Altitude Sport. Altitude Sport. Donc, ils savent pas, mais ils vont donner quelque chose. J'ai un quiz qui est à la hauteur, je pense, de vos connaissances. D'accord? Donc, 5 questions. En lien avec, évidemment, ce qu'on a jasé. Dans toute l'histoire de la télévision canadienne, quelle est l'émission la plus regardée, qui a été la plus regardée? Dans l'histoire de la télé canadienne, l'émission? Ben, l'émission, l'événement sportif? L'événement sportif. Parce que l'émission, c'est une finale de hockey et je me demande si c'est celle des 4 nations ou les Jeux olympiques de 2010. Je pense que c'est un des deux. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je vais dire la finale olympique de cette année. Faux. Non. C'est quoi? Tu as raison, Alex. C'est la finale olympique qui a opposé les Américains aux Canadiens aux Jeux de 2010 à Vancouver. Le pic d'auditoire s'était alors élevé à 22 millions de téléspectateurs. C'est la population, incluant les bébés. OK. Je veux savoir, quelle était l'histoire d'une équipe qui a remplacé une autre à la dernière minute à l'Euro en 1992? Le nom de l'équipe? Ben, c'est quoi le pays? Le pays. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une histoire Cendrillon incroyable, un peu avec une histoire de guerre là-dedans. Ben, je dirais, ça doit avoir rapport genre avec la Tchécoslovaquie. Non, mais ça finit pareil, mettons. OK, ben, c'est l'éclatement des pays à ce moment-là. Donc... La Yougoslavie? Ah oui. C'est ça. Donc, le Danemark a remporté l'Euro de 1992 après avoir reçu une invitation de dernière minute. Ah oui. Fait que dans le fond, la Yougoslavie avait été retirée du tournoi moins de 2 semaines avant le coup d'envoi. Et c'est le Danemark qui a gagné ça. Donc, ça peut nous donner une histoire par rapport à ce qui se passe présentement, là. Si le Danemark gagne la Coupe du monde de soccer cette année, je vais être renversé. Hey, attendez, là, il y en a peut-être, je sais pas ce qui va se passer, mais il y a peut-être des pays de dernière minute qu'on pense même pas... Mais il y a des qualifs là, qui sont là. D'ailleurs, le Canada va affronter un de ces pays-là. Fait que, pour la première fois, les médaillés canadiens aux Jeux paralympiques d'hiver vont recevoir une prime à la performance qui est également octroyée aux Jeux olympiques. Au-delà de la reconnaissance, ces bourses vont offrir un bon coup de main aussi aux para-athlètes parce qu'il y a des surcoûts là, au parasport. Une luge de hockey peut coûter combien selon vous? Je dirais 6 000 $. Je sais pas pourquoi. Je trouve que c'est un beau chiffre. Je veux dire 4 000.
T'es donc bon, c'est 4 000. 4 000, OK. C'est 4 000 bravo! Moi, c'est une luge de luxe. Là. Ouais. Toi, c'est une luge de luxe. On te connaît, t'es allé en Italie. Ouest genre, de l'île, la luge de presse. Gucci, là, ouais. Écoute, là. Fait que... Ah ouais, on le sait. Ah. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'athlètes qui ont dit, des para-athlètes, qui auraient aimé ça que ces bourses-là soient appliquées rétroactivement. Puis ça s'est pas fait. Ouais. Mais c'est un sujet aussi qui est absolument. discuté. OK, on s'amuse. Parlons de numéros de jersey, de maillot de baseball. Oh. Quels numéros, selon vous, ont été les plus productifs? OK? Il y a 101 possibilités différentes si on compte de 0 et 0 séparément. Ouais, OK? ouais. Donc, j'ai regardé baseballreference.com. Ouais. Et ils ont fait un article là-dessus. Ils ont regardé Wins Above Replacement, donc WAR. Ouais. Chaque numéro accumulé au cours du siècle des joueurs. Là. Selon vous, Écoute. top 3. OK. Top 3 des jerseys. Faut que ça soit des numéros très bas parce que dans les premières années du baseball, T'es bon? les meilleurs joueurs T'es bon? avaient les numéros 3, 4, 5. Là, fait que, Babe, c'était quel numéro? Qui? Babe Ruth? Babe Ruth, c'était 3, puis Lou Gehrig, c'était 4. OK. Puis il y avait eu beaucoup de bons numéros 5 aussi, comme dans les années 50. Fait que je vais y aller avec... écoute, c'est 3 numéros entre 3 puis 7. Fait que je dirais 3, 4 puis 7, mettons. Je vais aller avec 3 Babe, c'est sûr. 5 puis 6. Vous êtes quand même très bons, On est les dans gars! ces eaux-là, en tout cas. Mais il n'y a pas de 3. Il y a Pas de dans 3. le Ça se top peut, ça se 3. peut, ça se peut. C'est le numéro 5 en premier, Ouais. avec Joe DiMaggio, Ouais, il y a eu entre plein, autres, mais il y en a eu vraiment Ouais. beaucoup. Freddie Freeman, en tout cas, vraiment beaucoup. Après ça, c'est 6 Ouais. et 7. Ah oui, ah oui. 5, 6, 7. Ah oui, ah oui. Wow! Ouais. OK, je m'attendais Hey, pas à bonne ça. question, Jen, Ouais. ça. Je m'étais fière de moi. Bonne déduction aussi. Ah nous oui, autres. Ouais, on était ouais, pas ouais, pires, on ouais. était J'étais pas pires. comme, je me Ouais. disais, classique mondial de baseball, Ouais, non, là, non, c'est j'ai une bonne vu question. ça, j'étais Très bonne comme, question. yo, OK, on Très s'en bonne va. question. OK. Combien Shohei Ohtani a gagné en 2025? Son vrai salaire ou... son salaire de joueur ou... Plus, là, Ou avec la commandite En aussi? Ah, en tout, OK. Parce que son salaire de joueur, je pense que c'est 2 millions de dollars Ouais, à c'est cause ça. des différés. En tout, je dirais 100 millions. Là. Ouais, t'es bon. Bon, quelque chose comme Vous ça, êtes là. très bon, c'est 102 millions. Ah ouais. 102 millions. Et, petite question piège ici, c'est quoi le numéro de jersey que Shohei Ohtani va porter à la Classique mondiale de baseball? Ah, il n'y aura pas le même. Je Ah sais ouais. Je l'ai jamais dit. Je suis Peut-être qu'il tellement porte le même. poche avec les numéros de 18, jersey. mais là. je sais pas, j'en ai aucune idée. Il va porter le 16. Ah oui. Oui, Pourquoi? ça Il y a- change. Ah, Ça change parce que quand il joue pour le Japon, c'est toujours ce numéro-là. Ah, ok. Mais il n'y a pas de raison, là. Mais il change de numéro de jersey pour cet événement-là. Alors voilà. pas pire quand même. Très bonne question, On était- Jen. Hey, comme ça, sur le merci. baseball est excellente. J'ai Ouais. travaillé fort. Ah oui, non, c'est une En très fait, bonne j'ai pareil. juste trouvé des affaires le pareil. fun. Mais merci beaucoup. Un grand plaisir. Ouais, Merci pour sérieux, l'invitation. C'est Merci parce pour que l'invitation. même la question, comme, t'as été vraiment excellent, là. Ben, merci. Ah oui, non, mais ben le oui, baseball, ben oui. je connais ça quand même. C'est mon sport. là, Non, donc, mais... Ah non, mais- je connais ça pas pire. Alex, Ça, pas c'est pire. excellent. Pour le baseball, Merci, c'est merci correct. d'avoir accepté Ben, une deuxième grand fois. plaisir, merci. Ça se peut qu'il y ait une troisième fois cette saison, sinon ça serait la saison prochaine Ben assurément. là, là. juste de voir le Canada va faire quoi. Oui, à la classique mondiale, c'est là. Ouais. Ça va être excitant. C'est le fun, la classique mondiale de baseball. Merci. Merci tout le monde, puis merci à Attitude Sport qui commandite l'épisode. Exact. Puis, Et on... s'abonne à la chaîne YouTube. Oui, exact. OK, on va cliquer, on s'abonne. OK, Subscribe, Alex, peu importe. on y va. Je suis On déjà s'abonne. abonné. Ben, c'est merveilleux. Merci tout le monde. Bye.